Salut à tous, épisode 25 avec cette équipe qui porte désormais le nom de Scuderia Ferrari, mais qui s'est appelée évidemment Bahrain Merida avant même que la partie commence, et surtout Andiamo Ragazzi avec une vingtaine d'épisodes. Très bien, on va traiter toutes les questions de la fin du mois de mars et on terminera du côté du Tour de Flandre, donc chassé-croisé entre classique et Tour de Catalogne qu'on avait démarré à l'épisode précédent. On va y arriver juste après. On commence par le GPE3, la E3 Bing Bang classique. J'ai pris un profil 2018 parce que je voulais que ça ressemble beaucoup à ce qu'on avait l'année dernière, et puis je vous ai déjà parlé de cette classique récemment, pour notamment dire que l'essentiel reste respecté entre 2018 et 2019, donc on est vraiment sur quelque chose qui est proche de ce qu'ont pu courir les coureurs il y a quelques jours maintenant. L'équipe qu'on aligne, elle est plutôt forte, il faut pas s'en cacher, puisque en plus d'un Felliné, en plus d'un Colbrelli et d'un Marcato qui étaient un peu nos têtes d'affiche la saison précédente, et bien en plus de ça on a évidemment un Gianni Moscon qui vise un petit peu plus tard les Ardennaises. Je l'ai programmé pour aller essayer d'aller par exemple chercher une Amstel Gold Race ou quelque chose de ce type. J'ose pas parler de Liège parce que c'est un peu particulier quand même pour Moscon. Pour pouvoir prétendre à Liège avec Gianni Moscon, il faudrait que quelqu'un ait créé le profil de Liège 2019 IRL entre temps. Voilà. Parce que sur du Liège classique, qui peut battre Julian Alaphilippe, voire Wellens, Valverde ou Kwiatkowski. Voilà. Sorti de ces quatre noms-là, le défi sera de taille. Ce sera épisode prochain, ce sera 26. On traitera ces questions-là. Franchement, Flèche Wallonne et Liège, il va falloir se lever de bonne heure. Encore à la limite, l'Amstel, ça peut se négocier. Roubaix, on verra bien. Mais alors, bonjour, la Flèche et Liège, on en reparlera. Et d'ici là, nous on pose nos petites pièces tranquillement dans ce GPE3. Je continue à l'appeler GPE3, E3 Harelbeek. On pose nos pièces tranquille, on avance, on sacrifie au fur et à mesure des équipiers. On peut se le permettre. De toute façon, même hors pic de forme, Sagan et Moscon restent tout de même les deux qui sont concernés par la victoire, et on peut se permettre comme ça d'éliminer beaucoup d'équipiers. Dans le vieux Quarmont là, on sait que sur Tour de Flandre, il y a l'enchaînement vieux Quarmont-Paterberg 2 fois dans les 60 derniers kilomètres. Et bien sur ce GPE3, c'est un enchaînement Paterberg-vieux Quarmont. Ce n'est pas la même chose, mais de toute façon voilà, je vous ai parlé déjà de tout ça assez récemment. Il y a des hommes qui ont filé sur la toute fin du vieux Quarmont, et puis finalement le groupe va se reconstituer. On se retrouve donc avec une légère supériorité numérique de la Scuderia Ferrari. Il y a quand même 2 quick-step, faut quand même le noter, il s'appelle quick-step dans cette partie, ça s'appelle pas de Gueninck. Ça part à 3. Ça part à 3 hommes, a priori, Sagan, Moscon et Sénéchal. Et ouais, il a bien progressé le français Sénéchal. Il a des notes, mon Dieu, ça me donne j'en salive à l'avance pour ma partie avec la Deceuninck Quick-Step. Quand je vois le niveau qu'atteint Sénéchal au bout de quelques années, parce que là on est quoi, on est en 2020, c'est que dalle, quand je vois le niveau qu'il atteint, Sénéchal, je me dis, mon gars, la relève pour aller gagner des classiques, la relève par exemple d'un Philippe Gilbert, c'est pas le même registre de coureur, mais pour ce qui est des Flandriennes en tout cas, ça peut totalement assurer la relève.
Stibar, hein, qu'on gardera jusqu'à la mort, hein. Et puis Gilbert aussi, mais bref, derrière ça joue battu, vous avez compris, il y a 2 hommes qui sont partis. 2 hommes sont partis, c'est Sénéchal ainsi que Jenny Moscone. Et derrière, c'est l'enterrement. De toute façon, à partir du moment où moi j'ai un mec à l'avant, j'ai aucune raison de rouler, et puis les autres équipes décident de ne pas rouler, bah, très bien, très bien. On va essayer d'échapper Jenny Moscone avec, comme ça, pour ambition d'essayer de le faire terminer solo et franchir ainsi en champion, en vainqueur, en solitaire, la ligne du côté de Harelbeek. C'est en train de fonctionner. L'ami Sénéchal aura été super valeureux, hein. Honnêtement, il fait une super course, Sénéchal. Et puis par contre, voilà, à partir du moment où Moscone était pas mal ce jour-là, il y a quand même une supériorité du, rappelons-le, champion du monde, même si ça se voit comme le nez au milieu de la figure, champion du monde à Moscone, hein. Et puis derrière, ben voilà, ça va aller disputer le sprint, voilà. Donc pas grand chose à signaler, si ce n'est quand même que Fernando Gaviria quand même, hein. Bravo, bravo, il a réussi à faire 3, pas mal du tout, pas mal pour lui. Très bien, donc à noter, vous avez peut-être vu les sous-vêtements, les leggings là de mes coureurs qui restent toujours bleus alors que j'avais annoncé une amélioration du truc. Pourtant, le, le charmant membre de la communauté qui me fait les maillots avait apporté un correctif. Et bien moi j'ai installé ce qui a été fait et au final on est toujours sur le même résultat de ce bleu qui jure un peu, bah, encore avec le blanc ça va, mais avec le rouge c'est un peu spécial. Bon, je suis sûr qu'une solution sera rapidement trouvée, mais c'est pas un point crucial, hein, mais voilà. Si j'en parle puisque certains m'en ont parlé dans les commentaires. Et puis il y a aussi quelqu'un qui s'est donné le mal d'essayer de faire quelque chose. C'est la moindre des choses que j'en touche un mot. Maintenant, il y a quelque chose peut-être que j'ai mal recopié, ou un nom de fichier, que sais-je. Des fois, il suffit d'avoir mis un tiret du 6 à la place d'un tiret du 8 ou inversement. Bon, j'ai revérifié, mais j'arrive pas à voir en fait. J'arrive pas à voir. On est dans une étape là en Catalogne, donc classement général, il s'était pas du tout décanté, hein. On est dans une étape, l'étape un peu classique, hein, de la Molina, hein, avec double ascension de cette difficulté assez référencée, hein, sur le Tour de Catalogne, on la connaît pas mal, hein. Euh, Alberto Contador se méfie parce que 2 hommes sont partis à l'avant. Il s'agit de Adam Yates, voilà, et Wout Poels. Donc attention, attention, il faut pas laisser trop de champ à Adam Yates parce que le garçon est dangereux. C'est Adam, hein, c'est pas Simon cette fois-ci. On a l'habitude d'avoir parfois eu Simon Yates plus souvent dans nos opposants directs, hein, dans nos rivaux dans les parties là, dans mes parties. Ben, cette fois-ci c'est Adam Yates et j'essaie de prendre la roue de Adam Yates. Il y a un trou qui a été nettement fait par les 2 hommes et là je commets une erreur, c'est que j'ai sprinté parce que j'avais vu apparaître un tout petit peu de rouge. C'est débile d'avoir sprinté. Il suffisait de rester dans la roue. Bon après rien ne dit qu'en restant dans la roue Yates n'aurait pas gagné l'étape quand même, mais c'est enfin voilà, moi je considère que c'est une petite erreur. Une petite erreur qui coûte quand même quelques secondes. Ça c'est un peu dommage. Et puis en plus de coûter quelques secondes, bah indirectement ça coûte le maillot de leader. Donc c'est une petite erreur qui peut finalement à l'arrivée faire qu'on peut se faire botter les fesses à cause de ça. Il reste donc essentiellement une opportunité de réagir, c'est cette étape 5 qui est jolie, hein, elle est bien joli profil, hein, avec comme ça des difficultés qui peuvent nous donner l'opportunité avec cette équipe certes jeune, italienne, hein, quasiment, hein, excepté
excepté Verona. Mais elle est bien à composante italienne avec ses jeunes réamis. Il y a Chirico, il y a Colantonio. On mélange le régène avec le coureur réel, quoi. Quoi qu'il en soit, il y a vraiment du potentiel. Bonifacio a fait tout ce qu'il a pu. Il y a un moment où il décroche, c'est bien légitime. Et puis voilà, ben on va essayer d'emmener Alberto Contador vers la possibilité, qui sait, vu que l'arrivée elle est vraiment consécutive à une descente, hein, il n'y a même pas de replat, peut-être essayer de faire quelque chose dans la descente. En tout cas, c'est ce sur quoi j'ai misé. Et donc, pour pouvoir se donner une chance de faire quoi que ce soit dans la descente, bah, il faut déjà commencer par tenir le coup dans la montée. Et on voit que il y a une grosse nervosité dans le groupe maillot, dans le groupe leader, quoi, hein, dans le groupe des leaders. Et ainsi, je vais choisir, ça n'est pas fréquent, je vais choisir la roue de Tom Dumoulin. Parce que Dumoulin, ça se voit, là, il est en attaque, hein. Il n'arrête pas d'instiguer des accélérations, là. Et du coup, ça me donne bien envie de prendre sa roue. C'était plutôt pas trop mal parce qu'il y a une petite avance qui est construite par 4 hommes avant qu'évidemment le reste revienne. Donc ça sent l'arrivée au sprint. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sprinté, mais super longtemps à l'avance, avec Contador. Et comme c'est du terrain en descente, hein, au final, c'est vraiment que de la descente. Contador, c'est un très bon descendeur, j'apprends rien à personne. Et du coup, bah, il va chercher l'étape. Et qui dit étape sur ce coup-là, dit bonification. Surtout que Adam Yates n'est pas dans les 3 premiers, du coup, prise du maillot pour pas grand-chose, 2 secondes, prise du maillot par Alberto Contador. Très bonne, très bonne opération, hein, cette étape 5. Ensuite, ça se poursuit avec une étape 6 qui est calme, qui est faite a priori plutôt soit pour les échappées, soit pour une arrivée au sprint du peloton, hein. Et on va comme ça avoir à un moment donné un château de cartes, voilà, qui s'effondre, ce qui fait que on est tellement proche de l'arrivée que peut-être certains ont été pris, mais vous allez voir que il n'y a pas de casse majeure de par cette chute. Heureusement, ça n'a pas affecté spécialement le classement général, tant mieux, et pas réellement non plus les rapports de force pour une arrivée au sprint, hein, vers laquelle on se dirige tout naturellement. Et donc, lutte acharnée au sprint entre plusieurs hommes, et c'est quand même Bonifacio qui va s'en sortir, mais de rien, de moins que rien, d'un boyau. Donc il va gagner, c'est un peu dans la logique, hein, des choses, puisque Bonifacio, version 2020 dans la partie, c'est assez fort, c'est 79 de base au sprint, c'est 81 en accélération. Il y a même un magnifique 79 en endurance, ainsi qu'un 73 en vallon qui permettent de voir venir. Ainsi, Bonifacio va chercher sa 3e étape, donc sur Tour de Catalogne. C'est pas un exploit, parce que Tour de Catalogne, le plateau de sprinter, et on le comprend, il est beaucoup moins relevé que évidemment ce qu'on peut avoir sur Paris-Nice et Tirreno, où les mecs se partagent en général, même s'il y a, par exemple, en 2019, là, ben, en réalité, vous aviez Groenewegen qui était sur Paris-Nice, voilà, Viviani, Gaviria qui était sur Tirreno. Bon, il y a comme ça un partage, alors que là, vous allez le voir juste après, parce qu'on va aller je vous avais déjà montré les 3 jours de Bruges-la-Panne, là où on avait constaté qu'il y avait aussi des sprinters présents là-bas. Bah, c'est un peu comme ce qu'on a vu aux 3 jours de Bruges-la-Panne dans la réalité, où on avait eu comme ça Viviani, on avait eu Viviani derrière Groenewegen, et il y avait Gaviria aussi qui venait compléter le top 3. Donc voilà, les meilleurs ne sont pas en Catalogne, et c'est vrai que du coup, ça relativise un petit peu la performance
d'un Bonifacio, mais en même temps, quand vous êtes le meilleur sur le papier, arriver à gagner, c'est quand même déjà à noter, parce que finalement, c'est pas toujours dans ces conditions-là qu'on a le moins de pression, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc voilà, Bonifacio va même faire 4 sur cette étape. Puis à ma grande surprise, Adam Yates s'est pris une cassure. Il s'est pris une cassure. J'aurais jamais espéré gagner du temps sur cette étape-là, et puis je m'en fichais un peu. Moi, tout ce que je voulais, c'était imprimer un énorme rythme afin d'empêcher personne de sortir, à part les échappés qui ont finalement d'ailleurs pas été repris. Mais je voulais pas du tout, je voulais pas du tout infliger du temps à Adam Yates. Moi, ça m'allait bien 2 secondes, hein. Mais voilà, à l'arrivée, victoire relativement nette de Contador sur ce Tour de Catalogne. Et on retourne du côté de la Belgique pour Gand-Wevelgem. Alors, je vous ai sorti entre-temps un petit débrief de Gand-Wevelgem IRL 2019. On peut noter comme ça les monts pavés là, de Gand-Wevelgem là, qui sont vraiment sympas. Moi, j'ai opté pour un parcours un poil plus sélectif que le 2019 IRL, parce que j'aime bien ce parcours 2013. Là, je le trouve tellement beau, avec plusieurs passages, notamment au Kemmelberg, qui peuvent faire de jolies différences, qui peuvent permettre comme ça aux meilleurs Flandriens de creuser, un écart plutôt intéressant, hein. Voilà, donc ça c'était mon choix avant de créer la partie. Je suis resté dessus, j'aurais pu changer les choses, mais je suis resté là-dessus. Donc allez, on va durcir, on est toujours un peu dans le même projet. On avait Gianni Moscon qui était allé gagner du côté de la classique E3 à Harelbeek. Eh bien, on va cette fois-ci, en fonction de la forme du jour, toujours, voir si c'est lui ou plutôt Peter Sagan qui est notre élu du jour, quoi. Quand on a le luxe de pouvoir choisir entre deux, on va pas se mettre de pression, on va garder les deux dans la meilleure situation possible, le plus longtemps possible, et puis à la toute fin, on verra bien ce qui est le mieux pour l'équipe. Je pense jamais avoir eu une équipe aussi forte sur les Flandriennes. Je pense pas, en tout cas. J'ai pas l'impression, même avec l'Auto Soudal, ni même la De Koning, d'avoir eu comme ça autant de talent en fait sur ces courses-là dans l'équipe. Et ce même avec des leaders qui sont, encore une fois, pas tous en pic de forme, hein. Moscon, je vous l'ai dit, je l'ai programmé un peu plus tard. Sagan, ça va, ça commence à préchauffer. Sagan, j'ai visé le Tour de Flandre. Bon, ça va le faire normalement. Van Avermaet nous accompagne. Yes, c'est bon ça. Accélération d'ailleurs de Sagan et Van Avermaet qui sont quand même repris par Colbrelli, Moscon, regroupement 4 hommes en tête de la course avec des poursuivants immédiats qui étaient finalement pas très combatifs, quoi. Nassen, bouge-toi. On a envie de lui donner des coups de pied aux fesses. Nassen n'a pas souhaité faire l'effort de rentrer sur ce groupe-là, et puis mais du coup il y a un écart qui va se creuser. Il y a un écart assez important qui va se creuser là. Bon, rien n'est fait pour autant. Il y a encore un passage là sur des monts importants. Alors, on est sur une approche de Kemmelberg, encore une fois, bien costaud le Kemmelberg, hein. Sagan accélère, Van Avermaet suit, Colbrelli a du mal, Moscon revient. On est, mais cette fois-ci, vous avez vu le fossé qui s'est creusé avec les poursuivants. Ben ouais, ils ont eu vraiment de la difficulté. Pourtant, il y a du client, hein. Quand on regarde les noms là, je vous les fais défiler. On n'est pas sur la moitié de bons coureurs, hein. C'est très fort tout ça, mais ils ont eu du mal à accrocher le bon wagon et faire l'effort au bon moment. Alors quand même, il y a encore suffisamment de plaine pour pouvoir recoller éventuellement. Moi, je vais faire collaborer d'ailleurs
très sympathiquement, Greg Van Avermaet collabore. On va partir, on va tenter en tout cas un départ avec Peter Sagan, on va voir. Greg Van Avermaet suit magnifiquement bien, magnifique Greg Van Avermaet, vous voyez ça revient derrière, ça revient. D'ailleurs devant j'ai pas pu vraiment rouler comme je le voulais parce que Sagan il en pouvait plus, Van Avermaet non plus, et puis Moscon et Colbrelli ils étaient à l'agonie, et ça va rentrer, hein. Ça va rentrer, on le voit là, donc attention, ça va probablement rentrer. Je tente quand même encore un dernier coup de force avec Sagan, on est à l'approche des 5 km. Alors, est-ce que ça rentre ou ça rentre pas? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Ça a l'air de rentrer. Ça va rentrer, voilà. Et du coup, dès que ça rentre, moi ce que je vais faire, je vais faire un peu comme l'autre jour Bob Jungels, qui a fait le boulot, à peine on le laissait revenir dans le groupe de 5, vous savez, au GPE3. Moscon et Colbrelli, ils en peuvent plus. Mais ils vont quand même emmener Sagan. Voilà. Ils vont donner les dernières petites forces qui leur restaient pour emmener Sagan vers du coup une victoire magistrale de Peter Sagan sur ce Gant Wevelgem. Donc Van Avermaet deuxième, c'est largement mérité. Et voilà, on a comme ça donc un top 10-12, plutôt de jolies factures, avec une victoire de Peter Sagan. Alors dans la partie, ce n'est que sa troisième, je dis, ce n'est que sa troisième à Peter Sagan, parce que on est en 2020, et dans la réalité, avant même Gant Wevelgem 2019, Peter Sagan était co-recordman de victoire sur Gant Wevelgem, avec 3 victoires, hein, donc là, on a du coup le jeu qui nous affiche le Peter Sagan est avec succès, avec 3 succès, le recordman de la course. C'est toujours sympa, hein, d'avoir ces petites infos là. En général, ça vient toujours couronner une performance plus que sympatoche. Et voilà, c'est l'occasion de se remettre 2-3 petites images, mais plus orientées sur Sagan par rapport à ce que peut être sa saison IRL, où on s'aperçoit que bien sûr il a été malade à un moment donné, et puis ça c'est pas des choses qu'on programme, mais regardez comme il avait du mal sur les toutes dernières difficultés là. Son échappée là de 180 km, je pense qu'elle est vraiment axée sur la suite, sur Tour des Flandres, Roubaix, parce qu'il a du retard de préparation, très clairement. D'ailleurs, il n'est même pas en mesure de pouvoir contester quoi que ce soit au moment du sprint d'arrivée à Gant Wevelgem 2019, là où Christophe, je vous en ai parlé dans une vidéo, là où Christophe va s'imposer devant Degenkolb et Nassen. Donc Peter Sagan, il termine, on peut plus, on n'est pas dans le même tempo de préparation, hein, très honnêtement là sur cette partie. Je l'ai préparé un petit peu plus tôt, et pour autant il devrait pas être pourri à Liège, mais je croise les doigts, et ça on le verra plus tard. Je l'ai pas encore joué, hein, bien sûr, il n'y a pas de spoil derrière ma remarque. Allez, Dwars door Vlaanderen, à travers la Flandre, qu'on enchaîne. Alors évidemment derrière sa victoire à Gant Wevelgem, Sagan, rideau, il se repose jusqu'au Tour des Flandres. Hein, bien sûr, on va pas aller lui faire courir cette classique là. Donc on va se contenter d'envoyer, excusez du peu, Gianni Moscon avec la fine équipe autour de lui, notamment Marcato, Fellinet, Colbrelli. Ça va, je pense qu'on n'a pas non plus de quoi pleurnicher. Donc le leader vraiment déclaré là-dessus, c'est sans hésiter une seule seconde, c'est Gianni Moscon. Hein. On va faire tout ce qu'on peut pour essayer d'emmener notre champion du monde vers une nouvelle victoire sur classique. Son petit bilan, la 2020, il est assez conforme à ce que j'espérais en recrutant Peter Sagan, c'est-à-dire qu'il y ait quand même un partage sur les Flandriennes, même si on pourrait éventuellement tenter la razzia avec Sagan, mais ça m'amuse un peu plus de répartir. Et avant à travers la Flandre, Moscon s'est déjà imposé, au final, il s'est déjà imposé 3 fois. Il s'est imposé 3 fois de jolie manière à Kurn. Hein, on s'en souvient, c'était l'épisode, je sais plus si c'était l'épisode précédent ou celui d'avant, mais en tout cas, il s'est imposé à Kurn,
en solitaire, ce qui est plutôt sympathique comme scénario. Il s'est imposé après à l'épisode donc c'est 23 pour Kurn, 24 aux 3 jours de Bruges la panne, et il s'est imposé aussi dans cet épisode du côté du GPE3. Donc on va voir s'il va réussir à aller glaner une 4e victoire sur classique ou semi-classique, flandrienne ou assimilable. Donc voilà, oui, parce que quand même, Kurn, c'est quand même une classique flandrienne, faut pas rigoler, même si elle n'est pas située au même moment dans le calendrier. Donc on muscle les débats. Colbrelli, Felliné sont les lieutenants qui entourent Moscone dans le final. Ah, il y a Zdenek Stybar. Attention à Stybar, client. Il y a Seb Van Mark, qu'on voit calé dans la roue de Zdenek Stybar, c'est le CCC. Et puis on va comme ça enchaîner les petites difficultés. Attention, ce Dwarfs, j'ai rajouté un S abusivement peut-être à certains endroits, c'est Dwarf, Dor Flanderen. Il est un petit peu plus long que ce qu'il ne l'est dans la réalité. Hein, le tracé il est à 216 bornes là. En fait, c'est plutôt du gabarit des Strade Bianche. Hein, c'est 180-185 km. Donc on est sur on est en deçà des 200 bornes. Allez, il y a Stybar qui accélère. C'est le moment où Stybar et Gianni Moscone vont s'envoler. Tiens, Gianni Moscone se retrouve encore avec un De Koning Quick-Step, enfin avec un Quick-Step dans la partie, pour essayer de se disputer une victoire qui semble vraiment promise à l'un des deux, hein, vu l'écart. Il n'y a pas à hésiter une seule seconde, ça va se jouer entre ces deux hommes. Intéressant parce que ces deux coureurs, au final, qui ont des capacités plutôt proches. Si on accepte le fait que Gianni Moscone est largement un meilleur grimpeur, mais on s'en fout complètement sur ce terrain-là. Derrière ça a repris Colbrelli, il y a quand même un peu de rébellion, mais Van Mark, il avait raté le bon wagon et ce sera rédhibitoire. Donc, alors, Stybar ou Moscone, en regardant bien la carte, on s'aperçoit qu'après, il y a une descente jusqu'à l'arrivée. Donc, ce qui semble assez opportun sur ce Dwarf d'Or Flanderen, c'est de lancer un sprint maintenant. Voilà. Là. Juste là. Parce que Stybar va plus vite au sprint que Moscone. Donc, tout en misant sur le fait que le sprint étant en descente, le sprint va vider la barre du coureur beaucoup moins rapidement que s'il était à plat ou, évidemment, encore pire, en montée. Victoire de Gianni Moscone, qui l'emporte donc sur Zdenek Stybar, mais vraiment serré, serré, celle-là, elle est pas survolée. C'était sympa à jouer, c'était vraiment sympa. Très jolie course, moi je l'aime beaucoup, à travers la Flandre là. Je le trouve vraiment super cool à jouer. C'est vraiment sympa. Après, c'est sûr que j'ai toujours tendance à laisser mon plus fort leader de l'équipe, je le laisse au repos sur cette course-là. Je destine plutôt cette course-là en général à mon second, qui là en l'occurrence c'est Moscone, en pensant très fort à Peter Sagan pour le Tour de Flandre. Profil World DB19, supra proche de ce qui se passe dans la réalité. Donc vraiment là-dessus, rien à redire, génial, on est en réalisme total. Et on y va toujours plus ou moins avec la même équipe, toujours Colbrelli, Marcato, Felliné, puis après il y a l'ancien Gatto, il y a le jeune Rama qui vient apporter ce qu'ils peuvent, pour Rama surtout, parce que Gatto encore il est assez solide sur Flandrienne, mais Rama il est encore un poil jeune, un poil frêle, il n'est pas encore développé, donc voilà, on va évidemment toujours appliquer les mêmes adages, c'est-à-dire je me positionne en tête. Premier passage au vieux Quarmont, il est super loin de l'arrivée, donc c'est pas là qu'il faut s'exciter, c'est même pas là qu'il faut nécessairement durcir. Donc juste positionnement en tête, et puis après on relance, mais en garder la position tranquillou. Voilà. Là par contre on rentre dans l'endroit, voilà, vous avez vu, vous avez reconnu, c'est le mur de Grammont. Et ouais, ils appellent ça toujours le Capel mur, mais en fait c'est le mur de Grammont, autrement connu sous le nom de Grarsbergen. Donc là, là par contre c'est important. On est à 60 bornes de l'arrivée, les difficultés, les monts pavés vont s'enchaîner, et c'est maintenant que
des groupes peuvent se constituer et qu'il ne faut pas rater le bon wagon. D'ailleurs, il y en a certains qui s'y trompent pas du tout. On a vu Van Avermaet là en tête, Sepp Van Mark. Ils sont pas là pour rigoler. Moscon et Sagan sont évidemment présents, ça va de soi. Marcato, Colbrelli sont là aussi pour aider. Enchaînement avec ici, voilà, petit Koppenberg là pour attention, continuez à sélectionner tout ça. Vous avez vu, il y a déjà vraiment un trou qui s'est fait. Moscon, je vais choisir de le laisser se faire ramener par Arnaud Desmar qui est en bonne forme sur ce Tour des Flandres. On a à l'avant donc un coéquipier de Greg Van Avermaet, je crois me souvenir qu'il s'agit de Os. Voilà. Des fois, j'ai des petites confusions entre les courses. Hein. M'en voulez pas trop, j'espère, parce que je vois pas mal de courses avec des équipes différentes dans des parties différentes. C'est parfois un petit peu les fils qui se touchent. Toutefois, Van Mark s'est fait la malle, mais en fait ça me fait pas bien peur parce que je sais que voilà, dans le vieux Quarmont il y a un dernier passage, troisième et dernier passage dans le vieux Quarmont, attaque de Os avec Van Avermaet qui du coup va pouvoir produire un effort, donc très beau travail de Os pour Van Avermaet. Voilà, on a repris Sepp Van Mark quasi facilement. Puis là c'est pareil, Greg Van Avermaet qui part tout seul à ce stade-là, ça ne me fait pas vraiment peur. Pourquoi ? Ben, pour la bonne et simple raison que derrière, il y a encore de quoi le reprendre. Donc non, désolé, le dernier passage au vieux Quarmont, c'est maintenant, autant pour moi, hein, désolé pour la confusion. En fait, mon image, elle est petite quand je commente. Elle est petite et du coup, j'ai pas toujours la vue assez bonne pour que aucun détail ne m'échappe. Ça y est, voilà, on est dans le vieux Quarmont. On enchaînera avec le Paterberg. Ce seront donc les deux dernières difficultés sur mon pavé du jour. Et on voit que Gianni Moscon a du mal, là où Sagan, c'est normal, on a tout fait pour, est encore en bonne situation. Ça va partir à 4. A priori, non. Moscon rentre. Alors évidemment, toujours pareil, dès que Moscon reprend le groupe, du coup j'essaie tout de suite de peut-être le réinsérer pour qu'il prenne une roue pas trop fringante de préférence, parce qu'il lui reste pas grand chose à Gianni Moscon. Par contre, Sagan, c'est la roue de Van Avermaet direct, hein, parce que on sait que là, sur ce type de moment de course, Greg Van Avermaet va être très offensif. Tout comme d'ailleurs le serait Peter Sagan si on ne le contrôlait pas en fait. Hein. C'est un endroit là en sortie de Paterberg, dernier passage sur Tour de Flandre, où l'IA lance des offensives assez violentes, des offensives d'ailleurs qui se succèdent parfois. Donc c'est vrai que en ayant la chance d'être sur un profil voilà, donc considéré comme plaine par le jeu, hein, à juste titre, plaine plus dans les 17 et quelques derniers kilomètres, prenez la roue du coureur que vous craignez le plus ou qui a l'air d'être le plus en forme, et puis votre coureur, s'il lui reste suffisamment de barres, il va suivre. Et puis évidemment, qu'est-ce que je vais faire ? On va lui en planter une à peine il arrête d'attaquer. C'est normal, ça s'appelle une contre-attaque. Contre-attaque de Peter Sagan. Van Avermaet fait tout ce qu'il peut pour rentrer, flamme rouge. Ça ne rentrera pas, mon cher Greg. C'est donc une victoire pour Peter Sagan sur ce Tour des Flandres. Voilà. On a Gianni Moscon qui va terminer aux portes. Enfin, il va terminer 7, quoi. J'allais dire aux portes du top 5. De même que Marcato va terminer à l'arrache 10. Voilà. C'est pour les points du classement UCI que j'ai essayé de faire sprinter un peu. Aucune importance. Tout ça est anecdotique. Tour des Flandres pour Peter Sagan. Le partage continue et au prochain épisode, on abordera le Tour du Pays Basque. Je vais envoyer Contador parce que le pauvre Nibali n'est toujours pas remis de sa blessure contractée sur Tirreno. Donc pas de Pays Basque pour Nibali.
Mais ça implique une chose, parce que si vous vous souvenez bien, je vous avais parlé d'un pic de forme attendu du côté de Liège pour Nibali, qui allait tenter son Vatou là-bas. Ça aurait été beau de lui offrir cette classique. Ouais, bah j'ai déjà une nouvelle à vous annoncer, c'est que Liège pour Nibali, avec cette blessure, ça se passera hors pic de forme. Et alors comme j'avais prévu Nibali sur le Giro, bah en fait Nibali, son pic de forme, il va peut-être tomber pendant le Giro, quelque part. On n'est pas si malheureux à l'arrivée. Mais bon, pour Liège, qui était quand même un objectif, bah, on peut déjà quasiment l'oublier, hein, même s'il sera aligné. Donc il est toujours pas revenu de blessure, et puis après on aura évidemment Paris-Roubaix, le 3e monument. Et j'espère aller jusqu'à Liège si le temps me le permet. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.